Persévérance, il y a tout juste un an, eh bien, Silvio Berlusconi revient dans l'arène politique. Le Cavaliere annonce son retour et Mario Monti sa démission. Des élections législatives anticipées doivent avoir lieu normalement en février ou mars. Monti devrait démissionner fin décembre. Alors, que va devenir le programme de réforme structurelle qu'a mis en place Mario Monti? L'Italie, sanctionnée ce lundi par les marchés, est-elle à nouveau menacée? Eh bien, on en parle avec nos invités, avec Michela Marzano, qui est professeur des universités, qui enseigne à l'université Paris-Descartes et qui est également éditorialiste à La Repubblica, avec Carlo Alberto Brusa, qui est avocat à la Cour de Paris, journaliste pour le quotidien de centre droit L'Italiano, avec Marc Semo, qui est le chef du service Monde à Libération, ancien correspondant à Rome, et avec Stéphanie Antoine, notre spécialiste de l'économie sur France 24. Mario Monti était ce lundi à Oslo. L'Union européenne, je vous le disais, recevait le prix Nobel de la paix. Il s'est exprimé brièvement lors d'une conférence de presse sur la crise politique en Italie. Mario Monti qui assure, eh bien, malgré sa démission, eh bien, les marchés n'ont pas de quoi s'inquiéter. On l'écoute. They need not be dramatized. Ils n'ont pas de raison de dramatiser la situation. Je suis très confiant dans le fait que les élections italiennes verront la création d'une coalition ou d'un gouvernement qui seront, d'après moi, hautement responsables et orientés vers l'Union européenne. Cette coalition, ce gouvernement seront sur la même ligne que les efforts poursuivis récemment par l'Italie, notamment en termes de discipline budgétaire et de réformes structurelles. Stéphanie, les marchés n'ont pas de quoi s'inquiéter, mais aujourd'hui, ils étaient quand même à la baisse, en tout cas la bourse du Milan. Aujourd'hui, et puis ça va être volatile pendant un certain temps jusqu'aux élections. Vous savez que les marchés détestent l'incertitude. Donc, il y a une crise politique en Italie, il y a eu vraiment des ventes importantes en début de journée à Milan. Ça s'est un petit peu stabilisé. Et c'est vrai que les taux à 10 ans ont grimpé et ont retrouvé un taux d'il y a 4 mois. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et là-dessus, Mario Monti a raison. D'ailleurs, tous les hommes politiques aujourd'hui ont été rassurants en disant que il ne fallait pas s'affoler. Mais il y a une incertitude très importante. Ce qu'il faut savoir, et je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment, il n'y aurait rien de pire pour l'Italie que de retrouver la situation d'il y a un an. Et ça, c'est vrai que sur les marchés, en 2 mois, ça peut arriver. C'est-à-dire que si vous avez une perte de confiance massive, alors là, on ne parle même plus de croissance versus austérité. C'est-à-dire que là, on est à nouveau, on ne peut plus emprunter sur les marchés. Et ça, c'est véritablement le risque qu'il ne faut surtout pas prendre. Et évidemment, Berlusconi incarne tout de même cet homme qui était proche de ces taux d'intérêt qui ont atteint des seuils vraiment très importants l'année dernière. Cette confiance, il faut la garder. Maintenant, ça peut être effectivement la nouvelle gauche, Bersani, qui a donné une interview dans le Wall Street Journal aujourd'hui. On voit bien que c'est un ex-communiste, mais qui n'est plus vraiment communiste, et que lui, il voudrait, par exemple, mettre en place une politique qui va tout à fait dans la continuité de celle de Mario Monti. Donc, il y a effectivement peut-être aussi une possibilité pour qu'il y ait la constitution d'un gouvernement qui continue à aller dans ce sens. Et pour le programme de réforme structurelle, est-ce qu'il va y avoir une pause dans ce programme, Marc Semo? C'est difficile à dire. Il y a des problèmes aussi de certaines mesures qui ont déjà été votées par la Chambre ne pourront pas l'être par le Sénat. Sur le marché du travail, en l'occurrence. Voilà, notamment sur le marché du travail. Mais bon, le vrai problème n'est pas tellement ce qui va se passer pendant ces deux mois, jusqu'en février, mais l'incertitude sur ce qu'il y aura après. Parce que la vraie question, c'est non pas la victoire de Silvio Berlusconi, parce que personne n'y croit, c'est apparemment le combat de trop, mais en revanche, c'est le pouvoir de nuisance de Silvio Berlusconi. C'est une Chambre avec des partis populistes comme ceux de Beppe Grillo de gauche, une droite populiste avec Berlusconi, donc une chambre quasiment ingouvernable, et qui d'ailleurs pourrait être une des chances de Mario Monti de revenir aux affaires. Toute la question pour lui aujourd'hui est celle-là. Est-ce que lui... Alors pour l'instant, il a dit aujourd'hui justement à Oslo, il a dit pour l'instant, je ne sais pas si je me présente, si je me prépare. Disons qu'il maintient... Voilà, l'incertitude, le flou. Mais est-ce que ça ne lui donnerait pas de la légitimité, justement, Mario Monti? Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des pressions pour qu'il y aille, pour qu'il prenne la tête d'une coalition de centre qui est avec les catholiques, avec des centristes, avec des hommes d'une droite responsable comme Gianfranco Fini. Mais en même temps, pour lui, prendre la tête d'une telle coalition, au cas où il arrive en 2e, voire en 3e position, c'est définitivement se barrer la route d'être Premier ministre. En revanche, il reste l'homme du recours, il est sénateur à vie, donc il est au Parlement, donc il peut devenir Premier ministre, notamment s'il y a une chambre ingouvernable, où il redeviendrait l'homme du recours, ou bien une autre hypothèse, c'est que lui soit élu par la future chambre, les futures chambres, le
Parlement et le Sénat, président de la République à la À place de son Giorgio ami Napolitano. Giorgio Napolitano. Donc il est l'homme du recours, il le sait. Donc c'est pour ça qu'il hésite à se lancer directement dans l'arène. Il hésite aussi parce que, il y a eu beaucoup de sondages aussi. Les gens ne sont pas vraiment prêts à voter pour une liste qui soit chapeautée par Monti. Parce qu'effectivement, il y a aussi une fatigue vis-à-vis de quelque chose qui relève plus de la technicité. Enfin, il ne faut pas oublier que ces gouvernements, c'est quand même un gouvernement des techniques, des technocrates. Et il y a un vrai besoin et envie d'avoir quelque chose de politique. Alors, de ce point de vue, c'était formidable tout ce qui a entouré les primaires à l'intérieur du Parti démocrate, parce qu'il y a eu une vraie participation, il y a eu 4 millions de personnes qui ont voté, donc ça c'est quelque chose de très important. Donc il y a une envie de politique, il y a une envie aussi d'un petit changement. Et moi, je dirais que de ce point de vue, effectivement, Berlusconi, il a fait ce qu'il a fait pendant très longtemps, c'est-à-dire un geste d'irresponsabilité. C'est-à-dire, au lieu de tirer la révérence et dire, bon, maintenant, on va voir ce qui va se passer, il a voulu, encore une fois, intervenir sans aucune chance. Moi, je pense qu'il n'a absolument aucune chance. Mais, en revanche, ces 2 mois, ils vont être très compliqués parce que ça va déstabiliser les panoramas, donc ça va créer de la confusion et ça va... Du coup, les marchés n'aiment pas l'incertitude, mais c'est justement, ça va créer de l'incertitude. Là où finalement, enfin moi je suis assez convaincue que ce sera Bersani qui va prendre du coup la majorité. Et donc, on allait plutôt... On sent que vous préférez quand même à Mario Monti même, Michela. Mario Monti, ce n'est pas un homme politique d'une part, et puis d'autre part... Oui, puis ce que vous dites aussi, c'est ce que vous disiez au début du débat, c'est-à-dire qu'il allait à fond dans les réformes structurelles, dans l'austérité, il n'a pas laissé de place quand même en croissance. Aujourd'hui, quand même, la situation des Italiens est quand même catastrophique. Quand même que Mario Monti était cité comme l'exemple de celui qui, le premier en Europe, a parlé justement de croissance. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, en revanche, la marge de manœuvre est complexe. Oui, mais pas seulement parler, c'est-à-dire que l'histoire, vous savez, du déficit structurel versus le déficit conjoncturel, de mettre en place plusieurs objectifs, en fait, c'était Mario Monti qui avait eu cette idée, qui a été reprise ensuite par François Hollande. Et au moment où François Hollande a mis sur la table la problématique de la croissance au début de l'année, il s'appuyait énormément sur Mario Monti. Donc ça, faut pas l'oublier. Je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui manque complètement au discours de Mario Monti. C'est-à-dire, c'est vrai, il a commencé certainement à parler aussi des croissances. Il fallait rétablir de toute façon la confiance avant. Ça, c'est clair. Mais il y a quelque chose dont les Italiens ont besoin en ce moment, c'est-à-dire aussi de justice sociale. Et ça, c'est quelque chose qui a été repris par Hollande. Et c'est ça qui aussi a contribué à son élection. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier complètement, parce que sinon, c'est toujours les mêmes, finalement, qui finissent par payer. Il y a un sondage, il y a une analyse qui a été faite, qui est parue aujourd'hui même dans la Repubblica. Un Italien sur 3, il est au seuil de la pauvreté. Oui. Alors, c'est bien évident. Sûr, ça, c'est lié aussi à la récession, au chômage. C'est incroyable. On rappelle comme ça, c'est un Italien sur 3. Non, mais ça paraissait fou quand même. Ouais. Un Italien sur 3 aujourd'hui qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est énorme, mais parce qu'il y a évidemment les réformes structurelles, on a besoin de ça, on avait extrêmement besoin de ça, mais il y a aussi maintenant quelque chose d'autre qu'il faut s'accompagner. Et c'est ça. Alors, le discours de Bersani, de ce point de vue, il est tout à fait cohérent. Il est dans la continuité des Monti. Il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière sur les réformes structurelles, mais il s'agit d'ajouter aussi une préoccupation. Un volet croissance. Et justice sociale. Et une préoccupation. Ce que François Hollande a fait. Ce qu'il essaie de faire. Enfin, ce qu'il essaye de faire, oui. On va en parler dans un instant. Carlo Alberto Brusa, vous voulez Je voudrais faire une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de la droite française et cette, je dirais, place que Marine Le Pen a aujourd'hui comme une sorte d'alternative à cette droite qui se chamaille. Berlusconi n'est pas arrivé pour les fautes de la gauche. Il est là pour les fautes de la droite. Parce que depuis son départ, personne n'a été capable d'incarner le remplaçant au niveau charismatique, sur le plan de la communication. Angelino Alfano, quelqu'un de très gentil et très bien, il est même cultivé, mais il n'a pas de charisme. Et de l'autre côté, Fini est grillé depuis longtemps, on le sait. Bossi est tombé dans le gouffre le plus total, parce que lui aussi, qui se présentait comme le plus moral et moralisant de l'Italie, est aussi corrompu que les autres. Donc, à nouveau, ils sont chamaillés pour les primaires, parce que si aujourd'hui, il y avait eu des primaires à droite avec un chef qui sortait des primaires de droite, il n'y avait plus de place pour Berlusconi. Mais ça n'aurait pas été possible à cause de la personnalisation du pouvoir. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en France avec l'UMP. Sarkozy est parti, ils sont en train de s'entre-déchirer parce que là aussi, il y avait personnalisation du pouvoir. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, on a souvent fait la comparaison entre... difficile à gérer à droite.
Mais Dans on a des fait souvent partis cette fondés sur comparaison. le culte du chef. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui à gauche une politique quasiment de droite, et en Italie aussi, et Bersani, quand il va répéter qu'il va faire la même politique que Monti, permettez-moi de vous dire une chose. Non, il n'a pas dit, attendez, il n'a pas dit la même politique, il va continuer les grands principes. Attendez, Carlo Alberto Brusa, terminé ensuite. J'ai un point très important. Vous avez parlé tout à l'heure de populisme. Aujourd'hui, prenons ce qui s'est passé dans les pays qui connaissent les plus grandes difficultés. Vous prenez la Grèce ? À un moment donné, il a fallu refaire les élections parce que c'était l'extrême droite qui avait gagné. Ça va mieux en Grèce. Ça va bien. Il y a un rachat de la dette, il y a une restructuration de la dette. Mais il a fallu refaire des élections pour retrouver un équilibre politique. L'Espagne, on a vu quand même une montée aussi et une guerre qui est très forte encore aujourd'hui sur les grandes applications. On voit quand même en France. En France aussi, la montée du Front National. La montée du Front National et l'évidence d'une situation d'échec parce qu'on est en train de faire de la politique technocrate et non une politique. Vous parlez tout à l'heure de justice sociale. Elle est où la justice sociale ? Aujourd'hui, en Italie, c'est vrai qu'on a gagné une image européenne, mais le peuple va mal. En termes de justice sociale, Mario Monti a été, en lançant des opérations coup de poing contre la fraude fiscale, a été quand même l'homme politique italien qui, jusqu'ici, a fait le plus pour la lutte contre la fraude fiscale. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, encore aujourd'hui, 58% des électeurs du centre-gauche ont une très bonne image de Monti, donc beaucoup plus que la moyenne nationale, parce que justement c'est un homme qui a lancé une lutte déterminée et extrêmement dure contre la fraude fiscale, contre tous ces avocats qui gagnent à peine un SMIC et roulent en Ferrari, etc. Donc, si vous voulez, c'est quand même une des forces de Monti, ça a été de donner un coup à droite, donner un coup à gauche. Il s'en est aussi pris aux privilèges fiscaux de l'Église, par exemple. Lui qui est un catholique fervent, élève des jésuites, etc. Carlo Alberto Brusa, c'est quoi la solution pour vous ? Qui serait le meilleur là pour reprendre la main en Italie ? Aujourd'hui, sincèrement, je ne trouve pas... Parce que vous n'êtes pas pour le retour de Berlusconi, je ne vous sens pas très motivé pour Mario Monti. Eh bien, pour une fois, je voulais vous dire, j'étais très étonné de la qualité de M. Renzi, qui est le maire de Florence. Je trouvais qu'il incarne quelque chose de nouveau, quelque chose de extrêmement fort, qui était positif pour l'Italie. Je trouve que la défaite de Renzi aux primaires de gauche est quelque chose de négatif. Bersani incarne la gauche classique, il était appuyé par l'aile gauche du parti, et je trouve, excusez-moi, que derrière un communiste se cache toujours un communiste. Alors, j'ai dit ça, c'est une phrase un peu lourde, je cite comme ça, mais pour moi, c'est de l'idéologie derrière tout ça, alors que je trouvais que Renzi, avec une approche beaucoup plus réaliste du réel politique de gauche, j'ai pensé plutôt à une image de Labour, de ce rapport, de cette sorte de bipolarisme à l'anglaise. Mais en l'occurrence, ça ne sera pas lui, puisqu'il n'a pas remporté, ça sera pas lui, et je dis, c'est dommage, la primaire du Parti démocrate. Surtout, c'est magnifique parce qu'en fait, Renzi, il a incarné aussi un populisme de gauche. Alors, on l'appelait les Berlusconi de gauche. Alors, c'est intéressant, finalement, vous ne changez pas, c'est toujours le même modèle que vous cherchez. Vous restez cohérent. Mais je suis incohérent. Le grand slogan de Matteo Renzi, c'était « On envoie à la casse toute la vieille classe politique ». Voilà, c'est-à-dire... À commencer par Berlusconi. C'était quand même son... On l'appelait le rottamator, et pour ça... Un dernier mot quand même sur le risque de contagion aujourd'hui, c'est-à-dire si l'Italie perd la confiance des marchés, si les taux à 10 ans continuent. Le risque de contagion existe. Voilà, et surtout pour l'Espagne. On pense à l'Espagne, ils sont très inquiets ce soir en Espagne. Aujourd'hui, il y a un mieux en ce qui concerne la crise de la zone euro. Depuis septembre, octobre, novembre, c'est vrai que la Grèce a réussi son rachat de dette tout dernièrement, donc ça va beaucoup mieux en Grèce. En Italie, là, les taux étaient descendus à 4% alors qu'on était à 7%, donc beaucoup mieux. Les taux espagnols sont en dessous de 6%. Tout cela est très fragile, donc il y a un mieux, mais tout ça est très fragile. Et il est très clair que si la situation politique, enfin je ne suis pas devin, je ne vais pas le prédire parce que moi je n'ai pas envie d'affoler, surtout que je ne suis pas sûre d'y croire complètement. Mais si la situation politique prenait effectivement une tournure catastrophique, c'est-à-dire qu'elle dure plus de 2 mois par exemple, là effectivement le risque de contagion il est immédiat. Il n'y a pas de frontières sur les marchés. Et, vous vendez l'italienne, vous vendez l'espagnole. Mais ce soir François Hollande a dit à Oslo, il a dit la crise de la zone euro est derrière nous. Donc, oui, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit il y a 3 mois. Oui, ben, je vois Marc ses mots qui... Il l'avait déjà dit il y a 3 mois. Pas très convaincu. Donc si moi j'écoute François Hollande, que ce soit la crise politique en Italie, l'Espagne, etc., tout va bien. Ça reste fragile, mais il y a aussi une avancée sur l'union bancaire, il faut le dire. Enfin, il y a des avancées donc d'intégration européenne en parallèle. Il y a effectivement une politique de Mario Draghi très intelligente depuis 3 mois qui a rassuré les marchés. Il y a un mieux en Europe. Et c'est pour ça que tout le monde est extrêmement inquiet de l'Italie, parce que de fait l'Italie, avec cette espèce de
coups de tête d'un leader vieillissant risque de replonger toute la zone euro dans la crise. Oui, Ça, et c'est Parce que la vraie raison, c'est pourquoi Berlusconi se Ce que vous dites, représente. c'est que la crise, comme François Hollande, vous dites que la crise de la zone euro est derrière nous. Semblait, en tout cas, plus ou moins en voie de résolution. Et là, on a le risque de la réouvrir. Alors, moi, je ne sais pas si la crise soit vraiment derrière. Enfin, moi, je crois que nous sommes encore en pleine crise. Mais en même temps, les discours d'un homme politique responsable, surtout en ces moments de crise, est celui de rassurer. Le rôle de la politique est rassurer les marchés, parce que sinon, on va se retrouver effectivement après dans un effet de contagion. Donc, je trouve, même si nous sommes encore à l'intérieur de la crise elle n'est pas derrière nous, donc il faut encore beaucoup d'efforts pour pouvoir en sortir, mais il faut essayer de calmer. Oui, évidemment, y compris en France, mais il faut essayer aussi de rassurer un peu les marchés. Et moi, évidemment, ça vaut ce que j'ai dit, mais je voudrais rassurer aussi sur le futur politique italien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a envie, encore une fois, de déranger et de créer de la confusion que la confusion est là. Moi, je trouve que désormais, on va vers une stabilisation qui va avoir un nom, qui va avoir un prénom et qui va avoir une véritable ligne politique et pas uniquement des mots en l'air, une forme de démagogisme. Oui, je souhaiterais dire une chose. Il y a quand même échec pour moi d'une politique purement technocrate et fondée seulement sur les marchés. Il faut revenir à la politique. Et la politique est essentielle parce que vivre... Oui, mais on a vécu pendant des décennies dans un système de planche à billets. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, modifier les choses et au bout d'un simple virage, dire maintenant, à partir de ce moment-là, plus de dettes, plus rien, blocage de tout. Ce n'est pas possible. Et cette situation va générer... Oui, mais il fallait du réalisme après un Écoutez, déni qui avait duré quand même... Un garrot. Nous sommes d'accord, mais... l'hémorragie. Écoutez, je veux vous dire une chose. L'histoire doit nous dicter beaucoup de choses. Si vous prenez le 5e siècle avant Jésus-Christ, quand nous sommes en présence de l'aggravation avec l'imposition à la dette, et c'était... À l'époque de quoi? Avant, on a connu Périclès, mais avant Périclès, c'était Solon. Et c'était le rejet du fardeau. Et à un moment donné, le rejet du fardeau est nécessaire. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, l'excès d'impôts, l'excès de taxes est en train de détruire. Et vous voyez, si on vous parlait tout à l'heure... trop d'impôts, tu l'imposes. Oui, nous sommes parfaitement d'accord. Mais regardez, on parle de l'Italie, mais aujourd'hui, les Italiens ne quittent pas l'Italie, mais beaucoup de Français quittent la France. Ça veut dire aussi que peut-être la politique qui est faite en ce moment dans ce pays pousse des forces, des énergies et des personnes créatrices. Encore hier, c'était Depardieu qui confirmait son départ en Belgique. Voilà, ça c'est un autre débat. C'est pas un bon exemple. Sur l'évasion fiscale, il y aura en effet beaucoup de choses à dire sur l'évasion fiscale. En tout cas, si je vous ai bien entendu, Michela Marzano, vous n'êtes pas à fond quand même pour une reconduction de Mario Monti et vous non plus, Carlo Alberto Brusa. Absolument. Il faut que la politique revienne. Il faut plus de croissance dans ces politiques de rigueur. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h10 pour une nouvelle émission. Très belle soirée.